Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Cet épisode est le premier d'une trilogie imaginée en collaboration avec la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Alors pour ouvrir le bal, et pour ce premier épisode, nous allons aborder la très vaste question de la création d'une marque de mode éthique. Par quoi commence-t-on ? Quels sont les défis à relever, les erreurs à éviter et les marges de progression possibles ? Pour répondre à toutes ces questions, je suis très heureuse d'accueillir Charlotte Dereux. Bonjour Charlotte. Bonjour Chloé. Tu es la créatrice de la marque responsable Patine. Nous avons également avec nous Thibaut Ledunois. Bonjour Thibaut. Bonjour. Tu es consultant et militant en développement durable et spécialiste de l'industrie textile pour le studio d'impact Etiwork. Et tu as accompagné Charlotte sur de nombreux sujets. Et enfin, à mes côtés, je suis ravie d'avoir Adeline Dargent de la Fédération française du prêt-à-porter féminin qui sera la co-présentatrice de cet épisode. Bonjour Adeline. Bonjour Chloé, bonjour à Charlotte et à Thibaut également. Nous sommes ravis de vous accueillir tous les trois aujourd'hui à l'occasion de ce podcast qui s'inscrit dans la continuité et pour donner l'exemple d'un outil qu'on a développé et qu'on a mis en ligne l'année dernière qui s'appelle Ressources Green, donc qui vise à mettre en relation des marques de mode avec des solutions pour les accompagner à être plus responsables. Voilà, donc ravi de vous accueillir et de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Super. Et bien pour commencer, donc première question, comme il n'existe pas vraiment de définition objective et scientifique de la mode responsable, quelle serait votre définition de la mode éthique, Charlotte et Thibaut ? Charlotte, si tu veux commencer. Alors la définition, puisque je vais essayer de ne pas répéter ce qu'on dit déjà, parce qu'il y a déjà beaucoup de ressources sur la mode éthique, je définirais ça comme le nouveau normal. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si on fait de la mode, on fait de la mode, mais il n'est plus possible de faire de la mode qui n'est pas éthique, puisque on ne peut plus vouloir créer des vêtements, mettre sur la planète des nouvelles choses sans avoir considéré le cadre, c'est-à-dire est-ce que je fais une pollution nécessaire, qu'est-ce que je vais faire de ces vêtements s'ils sont plus portés, est-ce qu'ils sont recyclables, est-ce qu'ils sont réparables, pourquoi je les ai créés, est-ce qu'ils vont avoir un sens pour ceux qui vont les mettre. Voilà, donc c'est le futur normal, bientôt le normal, et il faut que ça soit la base de toutes les marques. Oui, on espère. Et toi, Thibaut, si tu veux compléter un peu cette définition. C'est marrant parce que l'éthique, c'est le système de valeurs et en fait, c'est toute la question, c'est où est la valeur et quelle valeur je crée. Et c'est vachement ce qu'on a fait avec Charlotte sur cette accélération, c'est que on re-questionne la question de la valeur non plus au prisme du profit et donc de faire des vêtements pour faire de l'argent, pour exister, mais bien pour contribuer à quelque chose de plus global, à la fois en termes de valeur plutôt pour soi, c'est-à-dire le beau, le bien, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, et puis aussi les valeurs au terme monétaire, c'est-à-dire qu'est-ce que je redistribue, à quoi je contribue, où est-ce que j'investis, et ça c'est un vrai sujet, c'est reconsidérer l'architecture de valeur d'une marque. Complètement, c'est une bonne définition. Et c'est vrai que pour créer une marque éthique, il faut une identité, un axe un peu différenciant. Parfois, on a tendance à l'oublier quand on voit les nouvelles marques sur le marché. Du coup, quelle serait l'identité, la raison d'être de Patine, Charlotte ? Oui, Chloé. Du coup, je pense que je pourrais te répondre en 2 temps. Quand j'ai créé Patine, il n'y avait pas une raison d'être au sens mission, raison d'être inscrite dans les statuts, ce qui a changé notamment grâce à la collaboration avec Thibaut, donc on va en parler. Mais quand j'ai créé la marque, je voulais créer une marque de mode qui réponde du coup à un style, pour m'exprimer créativement, disons, et donc avoir des choses à raconter, un récit de marque qui se traduise à travers des vêtements. Mais ce projet s'inscrivait dans un problème qui était c'est plus logique aujourd'hui de sortir une nouvelle marque de mode. On croule déjà sous les habits. Donc la raison d'être de départ, c'était une oxymore en fait. C'était on peut plus faire des nouveaux vêtements. Pourtant on a des choses à dire. Donc on va faire une marque qui a dans ses fondamentaux le fait de prendre en compte tout ce qu'il faut changer un petit peu dans la mode. Enfin, en tout cas, adresser certaines problématiques. Et c'était le fait que les vêtements durent longtemps,
qui soit aimé longtemps, qui soit porté, reporté et souvent, donc effectivement vivant dans le placard. En fait, mon image, c'est toujours le haut du tiroir, que c'est le t-shirt qui part jamais en bas de la pile parce qu'on a sans arrêt envie de le remettre, il est lavé et hop, on le remet. Et aussi fait avec la pointe des ingrédients, donc des matières et des modes de fabrication et des circuits de fabrication donc en local qui vont avoir une empreinte significativement plus basse qu'un vêtement standard. Ça, c'était vraiment le triptyque de Patine. Donc l'écologie, la durabilité et évidemment le style, le propos de marque. Ce qui a changé, c'est que en 2020, j'ai voulu renforcer ça en me disant moi, je vois bien tout ce qu'il y a derrière, tout le travail, toute l'émotion, tout ce que ça porte chez moi pour notre communauté, pour l'équipe et mon moteur personnel. Mais j'aimerais que quand je résume à la fin ce qu'est Patine, je trouve que finir par des vêtements de bonne qualité, qu'on porte longtemps et bien fait, c'était hyper plat. Et je trouvais que ça ressemblait pas du tout finalement à mon quotidien. Donc je me suis dit, soit tu te racontes des histoires, soit en fait, il faut qu'on l'exprime autrement et qu'on arrive à l'exprimer de telle sorte que ça va nous porter pour les 5-10 prochaines années. Et c'est exactement ça qu'on a fait avec Thibaut. Et on est arrivé à une formulation de raison d'être qui est aujourd'hui inscrite dans nos statuts. Ça fait que quelques semaines, hein, donc c'est vraiment tout frais. Et ce que ça change, c'est que déjà on a déplacé la raison d'être pour quelque chose de beaucoup plus grand. Ça comme un peu quand on respire à plein poumon à la campagne, là on est porté par quelque chose de large. Et la deuxième chose, c'est que comme c'est inscrit dans nos statuts, c'est quelque chose qu'on va suivre et s'assurer de faire grandir au même titre que notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est aussi important, voire plus important pour le développement de la marque. Et ça change tout. Ok. Mais ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Thibaut, comment tu as accompagné Charlotte, peut-être juste sur cette thématique pour rebondir un peu sur comment inscrire et que ça devienne une raison d'être et que ça soit inscrit dans les statuts de la marque? En fait, déjà, on s'est appuyé sur la loi. C'est que la loi Pacte a changé énormément de choses puisque l'entreprise à mission est devenue possible. Et en fait, c'est une vraie nouveauté législative. C'est qu'on assume le fait que justement une entreprise n'est plus uniquement faite pour le profit, justement. Donc ça, c'est radicalement nouveau. C'est une nouvelle définition d'entreprise. On s'est appuyé sur ça pour faire de Patine une entreprise à mission. Et après, c'est quand même quelque chose qui est très technique parce que la raison d'être, c'est un exercice qui est très récent. Personne ne l'a fait beaucoup. Enfin, il y a peu de marques qui l'ont fait aujourd'hui, notamment dans la mode d'ailleurs. Et donc la question, c'est comment tu le formules pour que ce soit en effet robuste dans le temps, c'est-à-dire que ça ne change pas au bout de 2 ans. Comment aussi tu l'indexes sur des indicateurs de performance puissants parce que en fait, ça t'oblige quand même d'une certaine façon à suivre ces efforts-là. Et du coup, tu n'évalues plus justement tes marges, tes profits, etc. Mais tu évalues aussi tous les indicateurs de performance sociaux, environnementaux et culturels que tu as associés à ça. Et puis ensuite, il y a le sujet du comité de mission et qui est hyper intéressant parce que c'est un nouvel organe de gouvernance et on en a beaucoup parlé avec Charlotte. C'est par qui je me fais accompagner, qui sont mes mentors sur ces sujets-là et qui va venir vérifier que je m'égare pas. Et en fait, dans une marque, et on l'a vraiment vu dans Patine, et je crois qu'on le voit dans toutes les marques qui sont engagées, c'est comment on allie à la fois le workflow de la marque et l'ambition de faire rêver, de faire des beaux vêtements, et aussi cette raison d'être hyper intime de pourquoi je fais ça au départ, pourquoi je me suis lancé. Et en fait, cette ambivalence, elle est hyper dure aujourd'hui pour les créateurs, en tout cas que je connais et que je côtoie, c'est de se dire comment je bascule à la fois entre mon workflow et mes ambitions initiales qui sont un peu gravées dans mon ADN, quoi. Et la façon dont on l'a fait, en fait, on en a parlé, on a réfléchi, on a lu, on s'est beaucoup inspiré aussi. Et en fait, c'est un temps long, en fait. C'est vraiment, il faut prendre le temps de le faire. Et c'est pas quelque chose qui doit être, et de toute façon, l'impact et la RSE aujourd'hui, c'est pas plug and play, quoi. C'est quelque chose qui doit être sur mesure et long. Bien sûr, et qu'il faut penser dès le départ, finalement, dès la création ou en tout cas au début de la marque et de l'entreprise. Donc après l'idée, après avoir défini un peu son identité de marque, il faut se lancer. Donc là, c'est vaste question. Par quoi on commence quand on veut créer une marque éthique? Alors, par exactement la même chose que quand on veut créer une marque tout court, je pense, sauf que cette marque doit avoir des piliers robustes, j'aime bien le mot de Thibaut, robustes par rapport à... Si on veut créer une marque éthique, il faut avoir envie de pouvoir dormir on dit du sommeil du juste, non? Se coucher la nuit et se dire je suis en phase avec mes valeurs et je construis quelque chose qui me semble
vraiment éthique. Sachant que quand on fait de la mode, de toute façon, on pollue, de toute façon, on crée des choses qui sont peut-être pas dans couvrir des besoins essentiels. Donc, il va falloir créer justement sa manière de répondre, d'adresser les problèmes de la mode. Et ma conviction, c'est qu'il y a autant de manières d'essayer de faire mieux la mode que de marques, puisqu'à la fin, il n'y a pas une formule unique. Sinon, on s'appellerait tous modeverte.com et on serait tous sur une magnifique marketplace avec les mêmes matières et les mêmes fits et les mêmes clients. Et ça marcherait pas. Mais voilà, du coup, alors je peux parler du coup de moi, ce que j'ai fait. Déjà, je suis allée contre moi-même, c'est-à-dire sur toute ma manière de faire, je me suis bousculée un petit peu. La première chose, c'est que j'ai parlé de mon idée très tôt, alors qu'elle n'existait pas, et à un maximum de personnes. Donc, j'ai évacué tout stress par rapport à « oh là là, mais si t'en parles, on va te piquer ton truc » ou je sais pas quoi. Ça, c'est le monde du passé. Et je me rappelle aussi d'une phrase que m'avait dit un ancien mes patrons. Tout n'était pas juste dans ce qu'il disait, pardon. Mais il avait dit quand t'as une bonne idée, elle flotte déjà dans l'air et c'est à celui qui l'attrape. Et donc, je pense que toujours rester humble. Donc l'humilité, c'est tout le temps. L'humilité, par exemple, par rapport à sa mission, et du coup de devoir dire, d'être humble et d'accepter qu'un comité de mission va venir tous les ans me dire si je fais bien mon travail. En tant qu'entrepreneur et créateur de marque, on pourrait se dire genre non mais pourquoi se rajouter ce boulet, voilà. Là c'est pareil. En fait, c'est avoir l'humilité de dire bon bah moi je trouve mon idée bien, mais en fait peut-être qu'elle aura pas du tout de public, peut-être qu'elle est pas du tout partagée, et peut-être que je me suis juste fait un film cette nuit dans mon lit. Donc du coup j'ai parlé très vite à plein de gens, de mon entourage et après des personnes que je connaissais pas. Et donc moi ça c'était un truc ce que j'ai surnommé, parce qu'on se refait pas, j'aime bien la com, c'était patine dans mon dressing. Et donc j'apportais le latte en échange d'1 heure dans le dressing des gens, et j'ai fait ça une 40aine de fois. Et à la fin j'ai bien vu que mon envie elle était partagée, d'avoir des vêtements qui répondent vraiment à notre wishlist, comme si on jouait à Dessinons la mode, mais on est grande, et en même temps qu'il soit avec du sens. Voilà, je savais que j'avais un projet qui était plus gros que moi. Donc, commencer à en parler très tôt. Et ensuite, il faut accepter de travailler énormément sur chacun des points de sa proposition pour, pareil, robustesse, c'est-à-dire être sûr que depuis la conception, en passant par la production, en passant par la distribution, en passant par la communication, on répond du coup à son souhait de marque éthique. On peut pas faire les choses de manière cosmétique ou par petits bouts, parce que c'est pas crédible. Et il faut qu'effectivement le moteur de fond couvre l'ensemble de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si on pense que sa mission c'est ça, et ben voilà comment je vais l'appliquer en conception, en production, en distribution, en communication. Il faut que ça soit cohérent, et la première raison pour laquelle il faut que ça soit cohérent, c'est que nos clients sont intelligents. Et heureusement. Et donc du coup, le bluff, ça se voit, et en même temps, c'est pas satisfaisant. Voilà, il faut. Moi, je me ressens comme la première cliente de ma marque, et je parle exactement et je fais les choses de la manière dont j'aimerais être aussi adressé par une marque, c'est-à-dire on est des grands, on est informés, et on vous prend pas pour des truffes. Oui, hyper intéressant. Thibaut, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cet aspect de par quoi on commence quand on veut se lancer. C'est une vraie question, et notamment, la fédération est aussi en train de l'adresser, c'est de se dire comment on s'adresse à des créateurs qui créent leur marque, qui veulent créer des vêtements, et où on dit non, attends, stop, tu dois réfléchir sur ta mission, sur ta raison d'être, tu dois tout faire du 360 degrés, et d'autant plus qu'aujourd'hui on est beaucoup plus exigeant avec une petite marque qu'avec une grosse. Faut aussi être conscient de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les petites marques doivent être hyper exemplaires, doivent ramener la preuve. Du coup en RSE aujourd'hui on parle aussi de beaucoup de données, de preuves, de certification, de labels, de machin, et toute cette question là elle est dure, parce que une jeune marque elle peut pas c'est hyper difficile de tout faire. Et après, moi j'aime bien ce sujet de l'humilité, c'est de se dire à la fois on se met dans quelque chose qui est bigger than us, et c'est ce grand sujet, et c'est de se dire ma marque elle sert à, c'est je m'inscris dans un combat qui est plus haut que le mien, et ça c'est on parlait raison d'être tout à l'heure, c'est vraiment un pas qui est hyper important. Deuxième chose, c'est d'être hyper éduqué, parce qu'en fait justement si les clientes sont intelligentes et si les clients sont intelligents, on doit être encore plus intelligent, donc on doit aussi lire beaucoup, il y a beaucoup d'études qui sortent, il y a beaucoup de rapports qui sortent, et quand on est une jeune marque c'est aussi vraiment, ça prend du temps de se former, de s'informer sur ces sujets. Et après sur l'humilité, c'est en effet de dire on n'est pas parfait, on fait notre max,
Et voilà les choix qu'on a faits et on les explique. Et aujourd'hui aussi, et moi j'aime beaucoup travailler avec Charlotte aussi parce qu'elle dit il faut pas faire tous pareil. Et moi je suis à fond là-dedans aussi. C'est de se dire pourquoi je fais ça, je l'explique. Et aujourd'hui l'éthique c'est vraiment c'est un système de valeurs. Il n'y a pas de bien et de mal aujourd'hui. On n'a pas une marque, une mode qui est green et l'autre qui ne l'est pas. C'est hyper subtil en fait. Et c'est ça qui est beau. Et en même temps, se dire je fais du packaging en carton craft, c'est plus suffisant. Et donc c'est ça qui est le vrai sujet, c'est de se dire je peux plus faire du cosmétique, en revanche je dois assumer mes choix et ça doit être droit pour pas tromper le consommateur. Et aujourd'hui il y a encore plein de marques qui trompent les consommateurs, mais même sans le faire exprès je pense. Enfin il y a plein de fois où en fait on voit que des marques se lancent sur des sujets, donnent des arguments. C'est à la fois un manque de temps je pense de se former sur ces sujets et puis aussi parfois voilà une volonté et qui est pas allée jusqu'au bout. Ouais, complètement. Non, ça me fait penser à ce que disait Sébastien Kopp chez Veja sur l'aspect quand on est une grande marque, il y a plein de gens, la majorité des gens sont sincères, veulent changer les choses et ont effectivement envie que leur marque soit éthique, mais ensemble c'est difficile de produire, c'est pas toujours facile de produire un projet cohérent et guidé par justement une direction qui est très claire. Et du coup la chance, si là c'est des petites marques qui entendent, c'est que quand on est tout petit, on a plein de problèmes, mais on a au moins pas le problème d'être trop, à devoir se coordonner, s'aligner. Et on n'est pas bloqué par des grosses productions et des rythmes qu'on n'arrive pas à maîtriser de saison, des engagements importants qui font que chaque changement se verra pas avant 1 ou 2, 3 saisons. On a une grande réactivité. Du coup, je pense que la chance qu'on a, c'est cette page blanche de début et de vouloir viser quelque chose d'hyper ambitieux. Après, il faut... c'est toujours pareil. Là où on met l'effort, il faut choisir. Et donc, il y a des endroits où on fera moins d'efforts. Nous, en l'occurrence, Patine, c'est que du coup, on s'est pour l'instant lancé que un grand vêtement, une grande catégorie, l'une après l'autre. Donc, à la fin, ça fait qu'on n'arrive même pas à faire une silhouette entière. Mais ça évolue. Mais je veux dire, il faut choisir ses combats. Et du coup, voilà, la force, c'est cette page blanche de départ. Et donc, soyons très ambitieux et très créatif. À mon avis, le mot qui va revenir le plus dans ces prochaines années par rapport à éthique, ça va être de le faire balancer avec créativité parce que ça a été opposé très longtemps et là, c'est justement de créativité dont on a besoin pour faire des marques modernes et éthiques. Donc c'est vrai, quand on vous entend tous les deux, Charlotte et Thibaut, vous expliquez que finalement la RSE c'est quand même beaucoup de sujets à adresser et c'est vrai qu'ils sont très vastes. Donc nous on pense depuis longtemps à la fédération que les marques doivent être accompagnées, quelles qu'elles soient. Alors en particulier quand on est sur des business models un peu plus traditionnels et que, comme tu le disais Charlotte, il y a quand même pas mal de changements à opérer. Donc c'est de là que nous développons nos outils. D'ailleurs je fais j'en profite pour remercier le Défi, qui est notre comité de développement. Donc ces accompagnement, Charlotte et Thibaut. Donc Charlotte, tu es accompagnée par Thibaut, donc qui est un expert sur ces sujets de développement durable. Qu'est-ce que ça t'a apporté et finalement en quoi tu en as besoin, toi qui es justement une jeune marque qui s'est construite sur ces bases-là et qui est partie de la page blanche? Alors, ça m'a permis de grandir, je dirais, parce que quand j'ai redémarré toute seule, du coup, Patine, j'étais contente de tout faire moi-même. Mais il y a un moment où la charge est trop compliquée. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai tout coincé parce qu'en fait, parfois, c'est trop. Et donc, déjà, la première chose que ça m'a apporté, c'est pouvoir me reposer, disons, avoir un vrai partenaire sur le sujet et surtout un partenaire plus fort que moi. Et ça, c'est vraiment très important de pas être dionysiaque, on peut dire ça, de croire que voilà on sait tout faire et que ça va pas être sincère si c'est pas fait par soi. C'est-à-dire que moi ma réflexion, elle était déjà très mûrie sur ces sujets. Patine, c'est exactement depuis le début, on n'a pas dévié de ce qu'on fait et la manière de le faire. Mais Thibaut m'a ouvert en fait il m'a fait voir un truc plus grand en fait pour Patine et surtout il l'a recontextualisé aussi dans la réalité d'aujourd'hui parce que il est très éclairé justement, très informé et que j'ai beau lire énormément, il y a un nombre d'heures limité et donc à plusieurs je peux prendre des idées qui viennent de la lecture de je sais pas, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être sur l'agriculture, ça peut être sur la décoration, enfin pour trouver des idées qu'on peut appliquer peut-être à Patine. On est intelligent plus, enfin c'est le collectif, la force du collectif. Après, ça m'a aidé aussi à mettre un rythme dans nos progrès parce que le toute seule aussi, c'est très difficile de tenir les délais qu'on se fixe tout seul. Et Thibaut, il m'a beaucoup couru après. Il y a même des trucs qu'on n'a pas encore fini, voilà, parce que en fait, c'est compliqué d'allouer du temps. Et du coup, Thibaut, il rythme le projet.
Il est vraiment le chef du truc. Et puis aussi, ça rajoute de l'exigence, je dirais, en dernier point. C'est vraiment le fait que tout seul, on peut se raconter des histoires. Quand je parle avec Thibaut, non. En fait, là, il va me dire, là, c'est pas assez. Franchement, tu peux faire mieux, tu peux faire plus. Mais c'est, voilà, de me rentrer dedans, en fait. Et je pense que on entend beaucoup, on a beaucoup de retours très positifs. J'adore votre marque. Enfin voilà, des choses très gentilles qui nous viennent et on les écoute parce qu'on en a vraiment. Moi, j'en ai besoin pour me sentir bien, mais c'est pas celles-là qui font toujours le plus avancer. Ça rassure, mais ce qui fait avancer, c'est aussi les critiques et le négatif. C'est un peu dur, mais voilà, de Thibaut, j'accepte. Et donc voilà, et donc je pense qu'il faut s'entourer de gens plus forts que soi sur un sujet, hyper exigeants et très très informés. Et là, on commence à bien avancer. Et trop sympa aussi, surtout. Oui, surtout faut aussi. être surtout sympa. Non, mais surtout sympa. Non, mais en fait, voilà, pour la petite histoire, en fait, Thibaut, il rentrait tout juste dans le cabinet T-Works quand on s'est rencontrés. Et au début, je l'ai rencontré lui, je savais pas qu'il y avait, voilà, et c'était avec lui que je voulais travailler. Du coup, j'ai signé dans l'agence, qui par ailleurs est super, mais j'avais pas signé chez une agence, je voulais travailler avec Thibaut. Donc, je pense à la fin, mon dernier conseil serait aussi jamais forcer avec des gens avec qui on n'aurait pas d'affinité ou parce que, voilà, c'est trop important de passer, des bons moments et d'être sur la même longueur d'onde humaine en fait. Et voilà, et Thibaut, il est super. Ouais, et puis surtout que la RSE et même l'impact, on rentre dans la cuisine aussi. Et il faut se rendre compte que quand on se fait accompagner sur ces sujets, aujourd'hui, pendant très longtemps, la RSE a été dissociée du cœur business. On avait un directeur ou une directrice RSE et puis le reste. Aujourd'hui, c'est plus le sujet, c'est-à-dire qu'on fait de l'impact et du coup, on est obligé de faire du cœur business et de la RSE en même temps. Donc, forcément, les gens qui vous accompagnent, ils sont dans votre cuisine, ils vont aller voir si le plâtre, il est pas effrité, si là, il n'y a pas eu un truc qui a été mal repeint. Voilà. Et donc, en effet, en l'occurrence, moi, je viens du milieu militant et c'est pour ça que je suis un peu exigeant avec Charlotte. Et en effet, on voit aussi avec d'autres marques qu'on accompagne, c'est que la difficulté quand on est une néomarque et qu'on vient de se lancer avec une promesse écologique, c'est de mettre de l'ordre dans la maison après 4 ans où on a fait ça avec une bonne volonté et ce truc de on va faire des trucs super et puis à un moment donné au bout de 4 ans on dit bon, ça en est où ta chambre, elle est rangée, et puis il y en a un peu partout et tout est bien mais il faut juste remettre de l'ordre et du coup c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire avec le studio T-Work, mais et avec beaucoup d'exigences et en même temps une bienveillance parce que c'est des jeunes marques et qu'on peut pas être sur tous les fronts quoi. Oui, on peut pas être parfait, de toute façon. Et tu l'as rapidement dit, Charlotte, c'est vrai que la mode, c'est aussi, c'est à la fois cette éthique, mais c'est aussi de la créativité, de la désirabilité. Il faut pas oublier cet angle-là. Comment on concilie responsabilité sociale, environnementale et désirabilité ? Alors, disons que... Alors moi, mon quotidien, c'est de réfréner mes envies toute la journée, en fait. C'est comme un énorme paquet de chips qui serait dans ma cuisine et il faut pas que je le finisse tout de suite. Et voilà, en vrai, c'est ça, c'est qu'il y a zéro problème de manquer de désir de mode, parce que dans ce cas-là, j'aurais fait 4 fois plus de trucs. Voilà, c'est juste que avec Patine, on a créé un cycle de développement qui fait que je peux pas aller plus vite actuellement que ce qu'on fait. Il y a des choses, alors il y a 2 lenteurs. Il y a la lenteur qui est essentielle et une lenteur qu'on peut un peu améliorer. La lenteur qu'on peut améliorer, c'est que la première fois qu'on fait un t-shirt ou un jean, on apprend. C'est la première fois, donc il y a on va essuyer les plâtres aussi, on va découvrir, faire plein de tests et tout. Et après, peu à peu, je vais forcément avoir de l'expérience, donc une agilité qui va faire en sorte que je vais mettre un petit peu moins de temps à faire un 3e vêtement, un 4e, voilà. Sauf que contre cette expérience, il y a la réalité. La réalité, c'est que quand on change de matière, on repart souvent de zéro. Et puis, il y a les tests qu'on va faire qui finalement rendent la matière moins résistante qu'on pensait, donc on repart en arrière et tout. Donc, à la fin, je mets à peu près 1 an à faire un développement. Je pense qu'on pourra mettre peut-être 6-9 mois en investissant un peu plus et on en parlera après. La lenteur qui sera toujours là, c'est celle qui est s'obliger à discuter avec nos clientes de est-ce que vous en avez vraiment besoin, est-ce que vous en avez envie, c'est quoi vos fantasmes de manteau demain et comment on les met là-dedans. Tout ce qui va faire qu'à la fin, les vêtements qu'on va faire vont être gardés un peu plus longtemps. Si je zappe des étapes, si je bâcle des étapes, à la fin, je vais tomber dans une mode conventionnelle et je vais perdre de ma raison d'être et du
plaisir que j'ai de me dire que ces vêtements sont vraiment aimés par leur propriétaire. Donc cette lenteur fait que tous les jours je lutte contre ces désirs de mode d'avancer. Voilà. En revanche, au niveau de chaque vêtement, ils sont intacts. Disons que, ce matin, on travaillait sur notre futur impair, par exemple, avec Lila, donc qui travaille sur le développement et la production. Il y a des moments où on saute en l'air, en fait. On reçoit nos lab dips de couleurs et on crie de joie, en fait, parce que c'est trop beau. Et voilà. Donc, en fait, on fait une marque parce qu'on aime la mode. Il faut faire autre chose peut-être si on n'aime pas la mode. Mais là, du coup, tous ceux qui nous entendent, je pense, auront zéro problème avec la désirabilité. Le sujet, c'est comment gérer cette obligation d'aller moins vite, cette obligation de fabriquer moins aussi, c'est tout un sujet, cette obligation de faire les choses très très bien et de garder du coup le souffle dans le projet alors qu'il y a toutes ces étapes qui brident un peu, quoi. Parfois on pourrait se dire genre ça va là, voilà, comme si en fait je sais pas, il fallait attendre s'il y avait 1 an entre le premier date et je sais pas quoi. Il y a un moment, en fait, il y a le côté genre on se chauffe, on est de plus en plus content et ça s'essouffle parce qu'en fait ça devient trop long. Faut le gérer, quoi, cette cadence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui faire responsable, c'est pas c'est fatigant. Ouais. Voilà. Oui, il faut prendre son temps, quoi. C'est ça. Ouais. De toute façon, il faut aussi faire en sorte que les consommateurs et les consommatrices prennent leur temps aussi, c'est-à-dire de ralentir le rythme et de voir la beauté du lent et de créer le désir et de tout ça, quoi. Et en fait, on se rend compte quand même que le fast-food, par exemple, c'est quand même beaucoup moins bien que de manger lentement, quoi, de avoir le goût du pain dans la bouche, bref, plein de trucs comme ça, tu vois. Et en vrai, le fait d'aller lentement, c'est aussi là où la mode doit aller si on veut réduire si on veut vraiment avoir une mode qui a de l'impact et pas juste une mode qui réduit son impact. Bien sûr. C'est le vrai sujet. Et d'ailleurs, tu mets combien de temps, du coup, entre le moment où tu as l'idée et le moment où le produit sort et sur ton site internet ? Alors, l'idée, je pense que c'est pas le bon point de départ parce qu'il y en a qui sont là depuis 15 ans, d'autres 10 et d'autres 3 ans. C'est pas... mais entre le moment où on va dire, celui-là, on le fait, on commence à chercher une matière, il se passe à peu près 1 an. C'est à peu près 1 an. Ok. Et sur 1 an, il se passe quoi ? Quelles sont un peu les différentes étapes ? Oui. Alors, il y a tous les, tout à fait, Chloé. Alors, il y a tous les aspects matière, déjà. Donc, tout part de la matière. Si on n'a pas une matière, on pourra rien faire. Souvent, on va, donc, sourcer une matière, soit une matière existante. Il y a 4 ans, c'était quasiment impossible. Franchement, il y avait rien. Là, il commence à y avoir des vraies propositions parce que ça a beaucoup évolué. Donc, sourcer une matière existante ou faire évoluer une matière. Ça, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. C'est-à-dire, on trouve quelque chose qui nous plaît, mais c'est pas le bon finissage, c'est pas tout à fait la bonne composition. Par exemple, nous, on refuse le coton vierge même à 1%. Donc, du coup, il faut faire évoluer des compositions pour l'enlever. Et c'est pas forcément simple pour un fournisseur de matière parce que lui-même a des stocks de fils où il doit faire des tests aussi de R&D pour être sûr que sa matière va être techniquement résistante, bonne, etc., avec une nouvelle composition. Donc ça, déjà, ça prend beaucoup de temps. Ensuite, nous, cette matière, on va nous-mêmes la tester, donc faire des tests en laboratoire pour s'assurer que par rapport aux critères qu'on s'est fixés sur le futur vêtement qu'on va faire avec, donc par exemple un impair, est-ce qu'il peut vraiment prendre la pluie ? Ça serait bien. On va quand même vérifier nous-mêmes aussi qu'au-delà de la fiche technique, voilà. Et puis je vais aller sous la douche avec, en vrai. C'est ça que j'ai fait, avec un bout de tissu, puisqu'il n'existe pas encore. Mais donc c'est vraiment une image assez moche. Je me suis mis sous un bout de tissu dans ma douche. Voilà, mais donc on fait des tests nous et on fait des tests en laboratoire et puis après il y a tout l'aspect traçabilité sur la matière qui prend beaucoup de temps. J'espère que ça va prendre de moins en moins de temps aux marques parce que les données vont être de plus en plus accessibles, de plus en plus normées aussi pour qu'on puisse avoir tous les mêmes indicateurs qu'on puisse comparer. Mais aujourd'hui, ça reste encore une vraie bataille d'aller trouver la composition. Alors, la composition en général, on l'a, mais qu'est-ce qu'elle veut dire pour de vrai ? Comment on a des certificats qui prouvent un petit peu les informations qui sont données. Est-ce qu'on peut avoir la localisation de la matière première, la fibre, mais sa transformation en fil, et puis derrière sa transformation en son tissage, par exemple, sa teinture, l'après, le finissage, etc. Donc tracer tout ça.
Après, nous, on va faire un travail aussi d'analyse de cycle de vie. Donc, essayer d'évaluer l'empreinte carbone, volume d'eau et pollution de l'eau, eutrophisation de notre vêtement fini dans une matière par rapport à un vêtement conventionnel. Ça, c'est en comparé, mais surtout aussi en valeur absolue pour nous, maintenant, nous améliorer d'année en année. Ça, c'est ce qu'on commence à mettre en place avec Thibaut, par exemple. Donc, ça, c'est juste. Et là, j'ai abordé que la matière. Et cette matière, en plus, évidemment, il y a tout le travail de base d'une marque qui va être, est-ce que son toucher me plaît, est-ce que la main me plaît, est-ce que le tombé va être joli, est-ce que je suis émue quand je touche cette matière, est-ce qu'elle raconte quelque chose de logique par rapport à ma marque et le reste de mon vestiaire, est-ce que demain quand j'aurai envie de la faire en rayure ou en rouge, ça va fonctionner, donc se projeter aussi dans le temps. Donc tout le travail normal s'ajoute les aspects aussi de qualité, de durabilité. Après, j'imagine que c'est des étapes par exemple chez Hermès qui existent depuis le début, l'aspect durabilité, beauté dans le temps et tout, mais quand on est tout petit sans moyens, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on se met un niveau d'exigence Hermès alors qu'on a le budget Patine. Voilà. Et après, il y a toutes les étapes normales du cycle d'un produit avec le prototypage, les essais, les accessoires, les finitions, jusqu'à l'arrivée du proto, le shooting, la mise en ligne pour nous puisqu'on est surtout digitaux, mais du coup la commercialisation de ce vêtement. Et là aussi, Patine a voulu se compliquer la vie, donc on partage nos envies avec les envies de notre communauté dès le début, donc des questionnaires et des conversations. Derrière, il y a des points d'étape sur où on en est sur le développement. Donc ça, c'est à écrire, c'est à partager. Il faut lire les réponses puisque c'est une conversation permanente. Et puis après, il y a à leur faire tester aussi avant que le vêtement sorte pour pas à nouveau que je reste sur ma grosse tête et donc humilité de me dire alors il est cool ce jogging en vrai, genre voilà, et que j'accepte aussi qu'elle me dise là ça va pas ou machin. Et puis après, du coup, le fait de lancer en précommande, se limiter à une production. Et là, nous on attend 2 mois pour savoir si les clientes le portent, une fois qu'il est expédié, le portent pour de vrai et le remettent pour de vrai et le trouvent chouette. Donc voilà, ça c'est assez long et après on discute de ça et tout et après on s'autorise à le rééditer. Donc c'est un cycle forcément qui est très long. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que quand on prend ce temps-là pour lancer un produit, il faut pas rater sa sortie. À chaque fois, on a l'impression que c'est un événement chez Patine, la sortie d'un produit. Heureusement, parce qu'on en a eu 4 en 4 ans. Donc, comment on travaille ça? Ça c'est l'aspect après la communication c'est ce que je pense que ce que j'aime bien. Donc du coup voilà, déjà il faut aimer raconter des histoires, mais des histoires vraies. Mais voilà, comment on fait l'événement? Déjà, on fait l'événement parce que on a peu de choses, donc il faut qu'elle ressorte. On n'a pas les armes de grandes marques qui vont avoir une grande collection, un grand récit de collection et qui vont pouvoir faire un vêtement qui est là pour donner un sens à l'histoire, mais qui va être produit en petite quantité pour derrière mettre en valeur celui qui sera peut-être plus simple, mais qui se vendra beaucoup, par exemple. Donc l'équilibre d'une collection, par exemple, en sortant qu'une pièce, je peux pas faire ça, et je peux pas non plus montrer la silhouette complète de comment j'aimerais qu'il soit vécu, porté. Voilà, donc ça c'est plus difficile. Pour contrebalancer, ce que je peux faire, c'est raconter très très tôt mon projet et donc partager avec notre communauté le fantasme de ce futur vêtement. Alors c'est difficile parce que faut être à la hauteur après d'un fantasme. Donc on joue tous un jeu, nos clients savent bien qu'on n'est pas non plus on n'est pas magique, voilà, mais au moins en fait on se projette dans une histoire tous ensemble et du coup on laisse de la place en fait à notre récit de co-création, puis création, puis développement. Et puis ensuite on choisit de raconter qu'un sujet puis l'autre, voilà. Je pense que ce qu'on fait aussi, c'est essayer de mettre toujours au même niveau d'intérêt et là, on met le même effort, qu'il s'agisse de parler de durabilité, d'écologie ou de style et de beauté de mode. Comme les 3 marchent forcément ensemble chez nous, il faut rendre l'aspect écologique excitant.
par exemple, le fil qu'on utilise pour nos t-shirts, il coûte 4 fois plus cher qu'un fil conventionnel, même bio. Quand je vais en salon, je vois des fils 4 fois moins chers, bio, Turquie. Donc, voilà. Et nous, il y a 40% de fibres recyclées, et etc. Du coup, je vais forcément avoir un t-shirt un peu plus cher que ce que d'autres vont faire, voilà. Et je vais quand même pas le mettre à son vrai prix des marges conventionnelles, sinon je pourrais pas, je serais pas contente parce que ça serait un t-shirt trop élitiste. Et donc du coup, il faut que je puisse quand même valoriser le fait qu'il ait un prix qui reste malgré tout accessible. Il faut que je valorise la qualité du fil que j'utilise, le fait que c'est hyper galère à tricoter, mais que j'y tiens parce qu'il est génial et qu'il est attachant et qu'en plus il fait des économies d'eau. Donc tout ça, il faut savoir le raconter et que ça soit ses forces et ses faiblesses, il faut les utiliser pour raconter ses forces et être transparent sur ses faiblesses et créer un récit de marque et un récit qui soit honnête si possible et plaisant si possible aussi. Je sais pas si Thibaut tu veux réagir. Non, mais je pense que pour le coup, Charlotte, on en a vachement parlé, mais c'est le sujet de la communication quand t'es une marque, c'est essentiel. Et en fait, aujourd'hui, pendant très longtemps, on n'a pas parlé on a peu communiqué. Il y a encore des marques qui ne communiquent pas parce qu'on avait peur du scandale. On se rend bien compte maintenant que le scandale, même si on communique, il sort quand même. Donc, on a tout intérêt à en parler. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant dans les marques écologiques, c'est l'ambivalence entre la pédagogie. Et on est vraiment là-dessus parce qu'on est obligé aujourd'hui, et je pense que c'est l'ordre de la responsabilité des marques, de faire de la pédagogie vis-à-vis de leurs consommateurs en leur disant voilà d'où nous on vient, voilà les données, voilà les études qui sont sorties, voilà pourquoi on a fait ces choix. Donc le sujet de la pédagogie, il est essentiel et pour moi ça fait vraiment partie de la responsabilité qu'on appelle culturelle de la mode et du luxe, de se positionner en tant qu'éducateur et aussi en tant que militant d'une certaine façon d'un monde différent. Et l'atout principal de la mode et du luxe, c'est le rêve, c'est l'image. Et du coup, nous, ça nous intéresse beaucoup de bosser sur cette question de responsabilité de la communication et de la publicité parce que on véhicule des images, on véhicule notamment le sujet de la beauté, le sujet du rapport à la femme, de la rapport à la diversité, du rapport au pouvoir, à la puissance. Enfin, en fait, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de marques et dans les publicités avant, on voyait en fait la richesse et le pouvoir étaient incarnés dans une certaine incarnation, une certaine représentation. Et en cela, les marques d'impact et les marques de responsabilité, d'éthique justement, elles doivent se poser la question de comment elles communiquent avec leurs consommateurs, la relation qu'elles entretiennent avec elles. Et aussi, et d'ailleurs, Charlotte bosse beaucoup là-dessus, c'est aussi la relation de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a les consommateurs sont vulnérables vis-à-vis des images et de la publicité. Et il faut, quand tu es une marque, te dire je ne peux pas les influencer de façon complètement abusive en fait. Et le côté il ne reste qu'une pièce sur cette marketplace ou le côté oh là là, bientôt en rupture de stock, on incite des consommateurs et des consommatrices qui sont psychologiquement en position de faiblesse. Et là, il y a un abus de pouvoir et donc on ne peut pas se prôner l'éthique. Et donc cette question-là, aujourd'hui, et Charlotte, ça fait partie aussi de la raison d'être qu'on a écrite et qui est dans les statuts, c'est cette question de la communication et de la relation au consommateur, elle est hyper importante et elle doit faire partie, si ce n'est plus partie, de la responsabilité des marques qu'une matière écologique, etc. En fait, et tu l'expliquais, c'est marrant parce que quand tu remontes la chaîne de valeur, en fait, c'est de l'ordre du process. C'est-à-dire qu'après, c'est bon. On sait nos chartes qualité, on sait les étapes, etc. Ça, c'est bon. En fait, le bigger than us, il est autre part. Et il est vraiment sur le sujet de la communication, il est vraiment sur le sujet des imaginaires, des récits, du désir et de comment on entretient une relation éthique avec nos consommateurs. Mais c'est pas simple et on n'a pas du tout je pense que c'est effectivement la formule, elle évolue et c'est à chacun de trouver sa recette en fait. Et c'est là où les recettes sont intéressantes parce que pour le coup, une matière écologique, aujourd'hui, ça devient plus facile d'en trouver une. En revanche, cette recette-là de la relation et du désir et du récit, elle est unique et c'est ce qui fait la beauté aussi de la mode éthique. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de voir une créativité, une innovation très forte sur ce sujet-là. Ce qui fait l'identité de marque aussi de chacune des marques, quoi. Ouais. Alors on l'a vu, donc la communication, un sujet essentiel, très important. Donc Patine a quand même une communauté aujourd'hui très importante. Donc comment est-ce qu'elle manifeste son engagement et comment ça t'aide, toi, Charlotte, et vous tous les deux avec Thibaut, à avancer ?
Déjà, c'est rassurant, c'est agréable de savoir que quand on fait quelque chose, il est un petit peu regardé, quoi, et qu'il y a un petit peu d'écho. Enfin, déjà, ça sert à pas se sentir seul. Et moi, c'est devenu un petit peu standard de créer, par exemple, son compte Instagram avant même d'avoir sa marque lancée ou son premier produit. Mais il y a 4 ans, quand on l'a fait, je dirais pas qu'on l'a inventé. Je l'ai certainement vu quelque part. Il y a peu de choses qui s'inventent purement, mais je pense que c'était assez nouveau de lancer un compte Instagram, voilà. Et moi, je l'avais fait pour une raison très simple, qui est que je m'ennuyais un petit peu. Je faisais partie d'une grande entreprise, il y avait plein de collègues à qui parler et tout, et après j'en avais plus qu'un parce qu'au début j'avais un associé, et du coup c'était super de créer le compte et de partager un petit peu. Et puis aussi j'avais aucune image parce que j'avais encore aucun produit, j'étais en train de réfléchir à ma charte graphique, à quoi ça allait ressembler, et donc du coup j'ai tout simplement partagé ce que j'aimais. Et finalement, ça a donné la première des éléments finalement qui se sont mélangés à Patine. Patine au départ faisait pas forcément référence aussi fortement aux années 80, à l'hyperconsommation, et en fait c'était logique, et au début c'était peut-être pas forcément simple à comprendre, et finalement pour moi ça m'a vraiment donné un sens fort à la marque, parce que justement finalement ce que j'essaie de résoudre, c'est la contradiction, enfin personnellement, égoïstement, hein, c'est parce que j'écris tous les jours sur Instagram, mais c'est la contradiction entre mon enfance, mon éducation et tous mes codes, tous mes référents pop de ce que j'aime, et qui sont plus compatibles avec ce qu'il faut aujourd'hui et ce que je veux aujourd'hui moi-même pour ma vie, mon entourage, mes enfants. Et du coup, plutôt que tout rejeter et faire une grosse crise d'adolescence, comment on concilie en fait tout ce qui a été chouette de cette époque et tout ce qui était finalement associé plutôt à une période joyeuse, hein, je dois dire, j'ai eu une enfance assez joyeuse. Comment on transforme ça pour repenser nos imaginaires de demain, notre monde de demain, qu'est-ce que ça va être notre culture de demain, enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce capital culturel. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que cette culture-là, quand on la regarde bien et qu'on lit, il y a c'est en comprenant le passé qu'on peut mieux comprendre le présent et qu'on peut imaginer le futur aussi. Enfin, et du coup, bien comprendre ce qui s'est passé à cette période d'hyperconsommation, de ces love brands énormes qui ont grandi, de MTV, de pourquoi on s'est mis à tous adorer les Nike et pourquoi on voulait aller à Disney. Ça me permet en fait de mieux comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, pas rejeter en bloc, pas être nos futurs, mais et réinventer quelque chose de chouette. Donc ça c'est l'histoire. Et il se trouve que c'est cette culture et cette période, elle intéresse d'autres personnes que moi, et donc je pense que le fait d'avoir peut-être ce petit bagage culturel et cet amour pour cette période et de le partager fait que du coup je parle à des personnes sur d'autres sujets que uniquement l'écologie ou même nos vêtements. Donc là on touche au sujet du capital culturel d'une marque et dans quoi elle s'inscrit, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle lit. Enfin là du coup on travaille sur notre future librairie, on voudrait un concept de librairie chez Patine, et parce qu'en fait on lit tout le temps et qu'on a des on n'est pas les seuls, hein, mais je veux dire on a vraiment des livres de chevet, des livres qui ont été fondamentaux pour la marque, et sans arrêt. Je sais pas, mon dernier achat c'était un livre Vidal Sassoon pour comprendre comment les coiffures des années 80 des power women se sont imposées. C'est ça qui m'intéresse, et ça, c'est pas grave, ça intéresse pas tout le monde, mais en tout cas soit ça intéresse quelques personnes qui du coup se sont engagées avec Patine, soit ça éveille la curiosité d'autres qui font, c'est quand même marrant, cette marque qui parle de coupe Vidal Sassoon des années 90. Enfin voilà, donc c'est disons que avoir quelque chose à raconter qui est sincère et qui est vraiment c'est ça aussi qui fait qu'on se crée, je pense, une communauté. Après, il n'y a pas eu disons que c'est la persévérance qui fait aussi grandir une audience, c'est qu'on a été, on a publié beaucoup tous les jours, et que c'est un sacerdoce un peu. Enfin, moi, j'ai passé des heures quotidiennes personnellement, et j'écris personnellement les posts, etc. Donc, il faut aussi avoir un petit goût pour ça. C'est difficile peut-être si on est un créateur qui aime pas du tout les réseaux sociaux et tout, c'est pas grave. Soit on utilise ce qu'on aime pas pour inventer autre chose, mais il faut trouver autre chose. Soit s'entourer de quelqu'un qui peut aider justement à communiquer en fait autour de la marque. Et après, il y a eu aucun relais publicitaire pour l'instant. Et c'est chouette, mais du coup ça pose vraiment la question qu'évoquait Thibaut, qui est demain, si je veux faire grandir la marque et rester 100% en phase avec nos valeurs, nos fondamentaux, ça veut dire quoi une communication plus responsable, et du coup qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on s'autorise pas, qu'est-ce qu'on réinvente. C'est assez intéressant, mais du coup il y a encore beaucoup de travail pour Patine. Non, et puis surtout le sujet de la communauté, elle est intéressante parce que
elle refait du petit aussi, du plein de petits. Et moi, je trouve ça, en termes d'imaginaire aussi, c'est hyper puissant. C'est-à-dire d'avoir plein de petites marques qui créent des trucs super cool, qui sont hyper agiles par rapport à des grosses marques qui sont géantes et qui sont hyper déconnectées en fait de la réalité. Et du coup, c'est la communauté, le contact direct avec la marque. Je pense que déjà, on voit qu'il y a un besoin et que aujourd'hui les consommateurs sont de plus en plus dans cette demande-là d'intimité, d'être aussi considérés en fait dans leur individualité et pas juste un numéro client ou une carte de fidélité. Même dans la façon dont on représente les artefacts de la consommation aujourd'hui, c'est un numéro client, une carte de fidélité, un code barre. C'est très déshumanisé en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on recrée du petit, on recrée du local et puis du coup on se reconnecte aussi avec le terrain et donc se dire en fait qui a produit ce t-shirt, est-ce que je peux le voir, est-ce que je peux être en contact avec lui, est-ce que et Patine récite aussi la vie de l'entreprise au-delà de la marque, c'est-à-dire que Patine n'est pas juste une marque, c'est aussi une entreprise, une organisation, voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Ça donne aussi une taille de marque aussi être clair aussi sur son ambition. C'est vrai que c'est quelque chose, j'étais assez naïve là-dessus et je réfléchissais pas à ça. Et en fait, à force d'être poussée, notamment par la fédération aussi, de me dire mais qu'est-ce que tu veux dans 5 ans, t'es où ? Je sais pas. Voilà. Et en fait, d'assumer qu'on veut grandir, mais qu'on veut pas être le monstre aux plantes qui avale tout et être énormissime en fait. Parce que en fait, une fois qu'on connaît bien moi, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, et je sais ce qui est important dans Patine et ce qui n'est pas reproductible à très grande échelle. Il y a un moment où en fait le facteur humain, justement, l'aspect de parler aux gens, de pouvoir moi me lever de mon bureau et aller regarder une cliente qui est en essayage privé chez nous et d'aller voir comment tombe le jean sur elle et de dire que en fait je pense que le light lui irait beaucoup mieux. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important et du coup qui est pas possible à une certaine taille. Et du coup je sais à peu près que on peut encore franchement grandir, il y a aucun problème, mais mon ambition n'est pas d'être énorme et d'être avec une boutique à tous les coins de rue et dans plein de pays, etc. Et je crois que effectivement le fait de dire qu'il peut y avoir plusieurs marques de taille petite et moyenne qui créent des communautés de personnes qui ont des goûts partagés, des ambitions, des envies partagées et de styles de vie et qui se complètent plutôt qu'une grosse marque qui mange tout. C'est aussi un changement de paradigme fort par rapport à il y a une trentaine d'années. Et c'est ça aussi qu'effectivement la nouvelle communication Instagram, etc. permet. Après, faut déjà réfléchir à sera quoi le prochain Instagram, mais effectivement, on peut être petit, agile, rentable, indépendant et fort. Alors là, vous avez passé une nouvelle étape, puisque donc on le disait, l'éthique, c'est un chemin, on peut toujours faire mieux, donc c'est pas forcément une fin en soi. Et donc la nouvelle étape, c'est la certification B Corp. Donc, est-ce que vous pouvez tous les deux nous la présenter ? Tu veux que je fasse la théorie d'abord ? Oh oui. Non, mais B Corp, c'est une grosse tendance aujourd'hui dans la mode, mais plus globalement, ça a été vachement, en France en tout cas, ça a été très démocratisé par le fait que Danone certifie un certain nombre de ses filiales il y a quelques années. Il y a aussi Ben & Jerry's qui était parmi les pionniers sur ce label, qui est un label américain et qui aujourd'hui l'un des labels, si ce n'est le plus exigeant et le plus holistique, le plus 360 degrés, puisqu'il évalue sur l'ensemble des activités de la marque et de l'entreprise. Et donc, il certifie l'entreprise, il certifie pas le produit. Donc, ça change tout, puisque aujourd'hui, la majorité des labels et des certifications dans la mode, c'est plutôt quelque chose qui concerne le produit et pas la marque. Donc là, on est en train de se poser la question de justement la responsabilité de la marque et de l'entreprise. Ça, c'est radicalement nouveau. Et puis surtout, c'est très 360 parce que ça évalue sur plein de piliers. La gouvernance, c'est-à-dire comment aujourd'hui l'entreprise est gouvernée et où est le pouvoir, en fait. C'est la vraie question. Où est le pouvoir dans la marque, et donc c'est ça qui prend les décisions aussi. Le deuxième, c'est les collectivités, c'est-à-dire comment la marque s'introduit dans son écosystème local et territorial. On a un pilier qui repose sur les collaborateurs. Dans la mode et le luxe, c'est un sujet aussi, le sujet social des collaborateurs et donc le respect des collaborateurs, comment ils sont inclus dans la stratégie d'entreprise et dans son activité. Il y a le sujet environnement, qui est pour le coup assez inné, parce qu'aujourd'hui, la mode éthique est forcément sensibilisée au sujet environnement. Il y a le sujet de la transparence,
pense, qui est hyper important. Et le dernier que je vais oublier, c'est le sujet des clients. Et donc, le sujet des clients, c'est quelle garantie j'offre aux clients, quelle communication j'ai face aux clients, etc. Donc, on a engagé ce process avec Patine il y a 8 mois. 8 mois, ouais. Et donc, c'est très exigeant. Ça demande pour une petite marque beaucoup d'énergie. Et ça, on s'est aussi rendu compte en marchant avec Charlotte, c'est que c'est des certifications qui sont certes aujourd'hui en open source et donc on peut aller sur le B-Impact Assessment, donc l'outil d'évaluation en ligne gratuitement. En revanche, la certification, elle est très complexe parce qu'elle demande de formaliser un certain nombre de choses qui ne sont pas formalisées dans des petites entreprises et dans des jeunes marques. Et donc, évidemment, le fait d'avoir par exemple un manuel employé quand on a 2 employés, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, rationnellement, on pourrait se dire que ça n'a pas de sens. En revanche, le label B Corp le demande. Donc, si on veut atteindre B Corp, et c'est vraiment aussi la démarche dans laquelle on s'est mis avec Charlotte, c'est de se dire B Corp, c'est pas une fin en soi, c'est aussi le process qui est intéressant, c'est de se poser les bonnes questions. Et donc, se poser les questions de, je sais pas, l'épargne salariale, est-ce que oui ou non? Enfin, des questions qu'on se poserait pas parce que ça donne un cadre de voilà, les bonnes pratiques, et puis qu'est-ce que tu remplis toi. Et donc c'est ça qui est intéressant dans B Corp. En revanche, c'est très time consuming, c'est un hyper bon référentiel pour se confronter aux bonnes pratiques. En revanche, et ça, typiquement, il y a plein de choses sur Patine qui rentrent pas dans les cases, parce que l'innovation et le fait de se donner une ADN et des indicateurs de performance qui sont propres parce que c'est de l'ordre du récit, parce que c'est de l'ordre de l'imaginaire et parce que c'est de l'ordre le propre de la marque, de sa marque à soi, ça rentre pas forcément dans la case. Et donc là, on est un peu dans le Père Noël est une ordure, je suis désolé, ça rentre pas dans les cases, donc ça fait pas de points, et donc il faut quand même aller chercher les points et en même temps continuer à être original, continuer à être créatif. Donc ça, c'est cette ambivalence qui est intéressante. Et aujourd'hui, en tout cas, pour finir sur le secteur de la mode, et après je laisse la parole à Charlotte, mais sur le sujet de la mode, aujourd'hui, la dernière actu, c'est que Chloé est passée B Corp. Donc ça, c'est radicalement nouveau parce que c'est le groupe Richemont, une marque Chloé qui associe ça à l'arrivée de Gabriella Hearst, évidemment hyper engagée, avec une communication complètement nouvelle où elle met des photos de poulpe, et moi je trouve ça génial parce que c'est nouveau et en termes d'imaginaire c'est génial. Donc ça, c'est radicalement nouveau, et donc aujourd'hui nous, il y a plein de marques qui viennent frapper à la porte en disant mais je fais quoi par rapport à ça, et donc c'est une réflexion qu'il faut avoir, et il faut être conscient que ça prend du temps, il faut être conscient que ça va pas tout faire. En revanche, ça pose les bonnes questions et ça permet de prendre du recul aussi sur son activité et d'identifier les angles morts. Et ça pose des questions sur les quantités? Alors, non. Et justement, c'est ça, les limites du modèle, c'est qu'il y a pas de référentiel unique, puisque on le disait en tout début d'interview, mais l'éthique, c'est un système de valeurs. Et donc, c'est pas blanc ou noir. Et donc, le fait de mettre un référentiel, c'est hyper important pour se comparer et pour évoluer tous ensemble et faire évoluer les secteurs. En revanche, il y a plein de choix qu'on va faire individuellement. Ils rentreront pas dans les cases parce que le référentiel, c'est un référentiel. Donc, il a plein de limites. Et sur le sujet des volumes, il y a des choses qui sont rattachées. Typiquement, sur Patine, on a travaillé sur le fait de valoriser l'engagement auprès des consommatrices pour qu'elles fassent durer leurs produits. Le fait de les mettre aussi dans la co-création, ça fait des points. Mais typiquement, le fait d'avoir une croissance limitée ou même des volumes limités, on n'y est pas du tout. Et en même temps, c'est quand même une réflexion de marque hyper avancée, hyper mature. Quand on se pose les questions des volumes, moi, je sais que c'est le haut du panier de la mode aujourd'hui qui se pose des questions sur la croissance et sur la lenteur aussi. On en parlait tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet. Je pense que le bon exemple... Alors, on le fait pas pour le logo, même s'il est très beau. Franchement, ça fait partie des logos qui sont très chic, le B-Certified. Moi, je trouve, il me plaît beaucoup également. Mais je pense que il m'a intéressé très tôt à cause d'un podcast sur Ben & Jerry's. C'était Ben & Jerry's qui était interviewé. Et en fait, c'est une bonne référence parce qu'après, leur marque, elle a été finalement assez vite rachetée. Et ensuite, c'est devenu, ça a été une des premières B Corp aux États-Unis. Et je pense à ça parce que il y a quand même un lien un peu B Corp et grosse entreprise quand même.
Et du coup, effectivement, quand on a regardé le questionnaire la première fois avec Thibaut, on s'est dit, ouais, mais attends, c'est pas du tout pour nous, genre là, je comprends même pas et tout. Mais on s'est vraiment servi du questionnaire, comme tu disais, comme pour s'ouvrir, en fait, s'ouvrir l'esprit et se dire, et voir, en fait, un petit peu plus gros que ce qu'on faisait, on avait l'impression déjà de faire bien. Et je pense à Ben & Jerry's. Pour moi, quand ils étaient que 2 dans leur cahute et qu'ils inventaient la cookie dough et que ils ont réalisé que il fallait qu'ils mettent l'équivalent d'un cookie par boule et qu'ils ont fait des tests où ils ont cassé le cookie en plein de petits morceaux pour mettre parfaitement le même volume dans la cuillère, ou alors de temps en temps des gros bouts pour que il mange une cuillère, il se passe rien, puis d'un coup il y a un énorme bout de cookie. Mais c'est du génie en fait. Enfin, et c'est là qu'on crée une marque hyper attachante et tout ça. Et en faisant un peu dans leur cahute la juste quantité pour rester rentable et tout. Enfin, ils pouvaient jamais être plus engagés qu'à ce moment-là, bien plus que quand il y a des pots dans chaque aéroport du monde. Enfin, voilà. Et je ferai le parallèle avec, par exemple, est-ce qu'on préfère aller acheter ces tomates pleine terre chez Au bout du champ ou La Ruche qui dit oui, où il y aura pas forcément une étiquette bio parce qu'en fait, il y aura marqué que ça vient de chez Monsieur Truc dans le 95 et qu'ils le connaissent personnellement. Je préfère, moi, en tant que consommatrice, faire confiance à Au bout du champ ou à La Ruche qui dit oui ou à Terroir d'avenir et être dans une relation courte, une chaîne courte. Voilà. Patine, c'est à peu près pareil. Je préfère ça plutôt que la banane bio au Carrefour. Même si c'est bien qu'il y ait du bio chez Carrefour, je juge pas, mais c'est juste mon choix. Et donc, Patine voudrait plutôt être dans la famille Au bout du champ, qui dit oui et Terroir d'avenir en mode, sauf que ça serait portable et pas des pommes de terre. Plutôt que des gros labels. Donc, on le fait pas tant pour le label que pour se poser des questions de grands et se projeter dans un futur où notre recette d'aujourd'hui continue à marcher. Et ça, je pense que c'est important. Après, c'est une tannée. On n'a pas fini, en fait, de trouver toutes les pièces justificatives. Donc, on aura mis 1 an à envoyer le dossier parce que c'est très preneur en temps et c'est pas du tout du temps qui permet de développer la vie de tous les jours, les produits, etc. Donc, il faut le savoir et c'est pour ça que c'est bien de se faire aider aussi. Mais ça demande, enfin, je dis parce que ça demande beaucoup d'investissement du fondateur de la marque. Ouais. Et c'est pas du tout quelque chose qui peut s'outsourcer, genre bah tiens, je prends une agence et puis vous me certifiez. Déjà, au-delà du fait que c'est pas possible, ça n'aurait aucun intérêt puisque on se retrouverait avec un autocollant sur le site, mais on n'aurait rien changé de nos pratiques. Donc, le but c'est de s'interroger, de se poser des questions. C'est le voyage et pas la destination. Ouais. Okay. Exactement. Quand on crée une marque éthique, il y a aussi la question du financement qui se pose, soit au départ, soit après, enfin qui va se poser, en tout cas à un moment donné. Vous, c'est une des dernières actualités de Patine. Vous venez de faire le choix de la plateforme Lita, donc qui est une plateforme de financement éthique participative, parce qu'en fait vous proposez à vos clients et à vos clientes de devenir actionnaires de la marque. Du coup, pourquoi ce choix de cette plateforme-là, Lita? Pourquoi ce choix à ce moment-là précis du développement de la marque? Si tu peux revenir un petit peu sur tout ça. Oui, alors à moins d'être rentier, très 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 riche, c'est vrai qu'une marque de mode demande pas mal d'investissements. Il y a des investissements de développement, de développement des produits, dès qu'on fait un test qualité, dès qu'on juste passer du temps en fait, de pouvoir avoir des gens dans l'équipe humain, des êtres humains avec moi qui travaillent en fait. Voilà, donc il y a un certain nombre de coûts. Et puis après, même si nous, on n'a pas encore aujourd'hui de vrais coûts de communication en tant que publicité, c'est du temps, ça se traduit en shooting, en fabriquer un beau site, etc. Donc voilà. Donc pour financer Patine, aujourd'hui, ça a toujours été sur fonds propres. Ensuite, on a choisi le mode de précommande qui représente à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires, parce que c'est vrai que on remonte souvent dans les articles de précommande, mais on fait pas que de la précommande, donc je pourrais rentrer dans ce sujet, mais voilà. Le fait aujourd'hui, j'ai décidé qu'il fallait que on aille un peu plus vite, donc toujours avec la même lenteur, mais parce que maintenant on a un vrai savoir-faire sur notre manière de développer, de concevoir nos vêtements, notre manière de les distribuer. Je sais que tout en respectant
ma mission, ma raison d'être, tout en respectant chaque savoir-faire de Patine, je pourrais faire 2 ou 3 catégories par an et pas une seule. En mettant en parallèle, c'est comme des pistes de course où on aurait, au lieu d'avoir un seul couloir, maintenant on en aurait 3 et chaque développement respecterait ses 12 mois de développement, mais je serais capable d'en faire 3 à côté et pas un seul. Et ça me semble pas très scandaleux en fait d'arrêter de faire un pull et un manteau et peut-être je sais pas de la lingerie et pas juste une chemise par rapport à disons que voilà on a de quoi aller un petit peu plus vite en étant extrêmement slow. Pour financer ce projet, il y a pas 1000 choix. Alors on a la chance d'être bien géré, d'être rentable, donc on est bien aimé de notre banquier. Ça c'est important, la gestion aussi, le besoin de fonds de roulement, etc. Enfin, il faut faire attention à ça, justement pour pouvoir avoir le luxe de garder son indépendance et de prendre des décisions un peu badass quoi, de oser décider ce qu'on veut, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, parce que on privilégie la qualité et l'éthique. Et ben justement, quand on a les reins solides, comme disait le 3617 Vérif sur le Minitel, et ben quand on a une santé d'entreprise qui est bonne, et ben du coup ça permet aussi d'être indépendant et fort dans sa tête et fort dans ses décisions. Je voulais rester indépendante, mais pouvoir financer des projets. Plus de produits, je l'ai dit, mais aussi un lieu dans lequel on pourra faire de la réparation, pouvoir aller voir mes clientes en région qui sont pas forcément à Paris et donc pouvoir avoir une petite équipe qui se balade 2 semaines en France sans que du coup tous mes projets s'arrêtent parce qu'on est 5 au bureau. Enfin, pouvoir ouvrir la librairie de Patine et partager justement notre culture et où est-ce qu'on va chercher nos idées et ce qu'on pense important de partager comme idées et comme etc. Tous ces projets et puis de l'innovation. J'ai oublié de dire que en fait il y a si on a envie de créer un futur différent, il y a des projets qui sont longs, qui sont encore plus longs que 12 mois. Par exemple, nous, on est allé cette année à la journée du lin en France pour regarder comment on cultive le lin en vrai et comment on peut faire des choses. On a essayé de faire un ensemble en lin, c'était super, sauf qu'en fait, le fil a collé au métier, littéralement, parce qu'en fait, c'était pas dans une salle avec la température parfaite et en fait, les industriels doivent s'équiper pour aujourd'hui tisser le lien. C'est très compliqué, il faut une température spéciale, des machines spéciales, etc. Pour comprendre tout ça et pouvoir continuer à avancer sans que le projet lin qui était prévu sur le printemps-été, en fait, il marche pas, faut le décaler d'une saison. Bon, on n'a plus de produits du tout, donc en fait on fait quoi? On vire tout le monde et voilà, on attend un an. Il faut qu'on ait justement un petit peu aussi de budget à pouvoir mettre sur des projets d'innovation qui vont pouvoir donner des choses que dans 2 ou 3 ans. Le grand sujet de demain, ça va être aussi la teinture. Pour l'instant, on fait des teintures qui sont validées GOTS. On fait des sérigraphies à base d'eau, mais c'est pas du tout suffisant. La teinture reste chimique. Il faut qu'on soit aussi très présent sur ces sujets de teinture végétale, etc., qu'on puisse servir de test pour des industriels. Voilà. Donc pour tous ces projets, je voulais du financement et j'avais envie de garder une grande indépendance. Et on a des principes de marque qui peuvent être difficilement compris parfois. Dire je veux pas fabriquer tant que ça en fait. Je suis contente avec cet objectif là par exemple, ou dire non en fait même 3% de coton conventionnel c'est pas possible, on décale le projet. Vaut mieux avoir des actionnaires ou des investisseurs qui sont vraiment super en phase et en fait ceux qui sont le plus en phase c'est nos clients. Donc du coup on s'est dit on va proposer à nos clientes d'investir et c'est ce que permet la plateforme Lita. Ça a démarré jeudi soir. J'ai fait exactement ce que je suis en train de te raconter là, c'est-à-dire que j'ai écrit une lettre à nos clientes en leur disant voilà tout ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on a fait en 4 ans, on va financer ça, les meilleurs actionnaires possibles, c'est vous, donc si vous voulez, allons-y ensemble. Il y a un deuxième point que je trouve sympathique dans cette histoire, c'est quand même qu'il y a la finance éthique, c'est un sujet qui est très peu abordé, que beaucoup de gens ont un peu d'argent qui dort sur des comptes épargne ou qui ont envie d'investir ou qui ont envie de donner du sens à leur argent pour soutenir des entreprises qui trouvent novatrices en termes de modèles et en termes de mission. Et du coup, c'est ce que permet exactement l'ITA, donc du financement éthique, de mettre son épargne au service du coup d'un projet en lequel on croit. Le dernier truc que je trouve sympa aussi, c'est que moi j'ai beaucoup de clients
donc femmes, et il y a très peu de femmes investisseurs. Et je trouve que se dire que ma cliente est demain actionnaire de Patine, donc je peux un peu se la raconter working girl en disant ouais, je suis actionnaire, j'ai un rendez-vous là, j'ai l'AG de Patine, désolée, excuse-moi. Je trouve ça assez cool en fait. Voilà, et visiblement elle trouve ça cool aussi, puisque on a eu vraiment beaucoup de messages très sympathiques sur le en retour du coup de cette démarche. Après, ça vient de démarrer, ça a démarré jeudi, et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Clôture le 22 décembre, investissez dans Patine. Voilà. Très bien. Et juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit sur la précommande. Il n'y a pas de martingale éthique, en fait. C'est ça qui est dur. Le drame, c'est que rien n'est parfait tout seul, en fait, dans son ensemble. Donc, en fait, la précommande ne va pas sauver la mode et les stocks. C'est pas parce qu'une marque fait de la précommande qu'elle est nécessairement éthique. C'est pas parce que Patine fait de la précommande qu'on est éthique, ou c'est pas parce que demain on sera à Bicorp qu'on est éthique, ou c'est pas parce qu'on aura des matières recyclées ou bio qu'on sera éthique. C'est ça qui est difficile. C'est que personne l'est, d'ailleurs, dans l'absolu. On peut même pas, c'est un peu gonflé de dire éthique, mais bon, il y a un moment, faut quand même qu'on explique. Mais on est tous à essayer de faire un truc le mieux possible, et il faut qu'on soit consistant, cohérent, et c'est un ensemble. Dans mon idée, Patine, au fur et à mesure, sera capable de mettre des essentiels validés, revalidés, parce qu'on aura fait des précommandes dessus, on aura testé, on aura des gens qui les auront portés, peu à peu dans une sorte de dressing d'essentiels sur le site, un espèce de vestiaire où il y a les bases et on peut les trouver en stock. Donc une autre partie du modèle qui est en stock, avec du coup, c'est moi qui finance le stock là-dessus. Après, pour 80% du reste, je trouve la précommande extrêmement vertueuse. Enfin, vraiment, et j'invite, je suis à la disposition des marques qui entendraient aujourd'hui pour expliquer comment bien l'utiliser aussi de manière éthique et vertueuse pour son financement, parce que c'est pas simple du tout. En fait, en vrai, ça a l'air magique comme ça, et ça a aussi beaucoup de complications, parce que il faut emmener toute la chaîne industrielle avec nous, en fait, les matières, la confection, pour travailler avec le mode de précommande, et que c'est pas simple. Il faut aussi faire beaucoup de pédagogie. Il faut que nos clientes acceptent d'attendre leurs vêtements. Voilà. Mais donc, mon éthique à moi, c'est d'avoir un petit peu de stock sur les vêtements qui sont déjà appréciés beaucoup de mes clientes depuis plusieurs années, et de l'autre côté, des nouveautés ou des choses qui sont trop difficiles à fabriquer d'avance, comme les jeans par exemple, garder le système de précommande. C'est une sorte d'équilibre. Et ce qui est difficile, c'est que souvent l'éthique, elle est dans la nuance, et la nuance, c'est moins facile à expliquer parce que c'est pas radical. Donc on peut pas faire des grosses pancartes et écrire il faut, mais aussi, et un peu, mais pas trop, et en fait, mais c'est moins simple que non, oui. Voilà, donc, mais bon. Quels sont les axes d'amélioration aujourd'hui pour Patine ? Et cette question s'adresse à tous les deux, à toi Charlotte et à toi Thibaut. Vas-y Charlotte. Alors, c'est de grandir en tant déjà qu'équipe. Et du coup accueillir, je disais, plus fort que moi sur chaque sujet. Au début, on fait tout dans une marque, et puis après, peu à peu, on est entouré, aidé, et c'est vraiment génial. Mais ça va être une nouvelle étape. Et ensuite, je pense que ça va être de plus en plus, en fait, installer notre propre récit de marque, et du coup forcer l'exigence, comme je disais, pour le projet qu'on a, mettre la barre très haut, en fait, pour être très fier de ce qu'on sort, et de sans arrêt réinventer, en fait, le projet, parce que on n'a même pas dit, en fait, notre raison d'être depuis le début de cet épisode, mais c'est vrai que, d'ailleurs, je sais même pas le dire, mais dans notre raison d'être, on a écrit qu'on voulait essayer de créer une espèce de, si je le formule en termes simples, une espèce d'utopie un peu de marque, un projet de marque qui réconcilierait désir de mode, l'humain et la nature. Et en fait, pour faire ça, justement, c'est que la recette, elle peut sans arrêt évoluer. Et du coup, je trouve que le grand défi, c'est ça, c'est d'être sans arrêt vigilant
en se disant mais en fait peut-être que dans un an il faut que j'arrête la précommande là-dessus parce que en fait je trouve que par rapport à ma mission c'est ça qu'il faut faire, ou alors et aussi prendre en compte les progrès de toutes les marques et se dire bon bah très bien, maintenant on est tous passés à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut ouvrir aussi comme porte, qu'est-ce qu'on peut tester, voilà. Et du coup c'est la créativité, et donc ça fait le lien avec mon dernier point qui serait le grand défi de Patine, ça va être aussi d'économiser parfois ses forces pour les mettre au bon endroit, et le grand sujet de la mode éthique, ça va être la créativité, je pense. Et donc pour être créatif, il faut aussi pas s'épuiser, choisir ses combats, être fort dans sa tête, voilà, et vraiment puiser dans l'imagination, et surtout pas dans la copie, la regarder les autres. On n'a pas le temps pour ça, quoi. Enfin, ouais, je pense que c'est l'apanage de toutes les marques aujourd'hui responsables. Enfin, nous on essaie au studio, d'être un peu à cette jonction-là entre Charlotte dans son garage avec ses petits dessins, ses moodboards, et on va faire des trucs trop bien, et c'est la grande cuisine magique, et l'accélération où justement en fait on doit formaliser une stratégie RSE, on doit lever des fonds, on doit onboarder des équipes, on doit avoir un discours cohérent, hyper clair, machin. Et en fait c'est ce moment d'accélération qui est hyper intéressant parce qu'il est clé et que ça prouve que la marque existe et que la marque elle a le droit de vivre et qu'il y a des gens qui sont derrière, et en même temps économiser ses forces et essayer de le faire de façon le plus smooth possible pour pas que en fait ce soit un mur au bout, et voilà. Et donc c'est vraiment, et c'est le cas de Patine mais c'est le cas de beaucoup de marques, c'est vraiment cette accélération là où on doit accélérer à la fois pour grossir et pour faire les projets et le faire de façon le plus le moins incarné et le plus collectif possible, et en même temps toujours se poser des questions, toujours être en remise en question, toujours être en humilité, toujours être, et ça c'est toujours compliqué. C'est cette phase de croissance là, elle est un peu complexe parce que on doit à la fois être toujours hyper exigeant et garder ce truc d'exigence du début, et en même temps avec de plus grands moyens, avec plus de process, et voilà. Et donc c'est gérer cette complexité là, s'inscrire aussi dans un collectif, parce que quand on est petit c'est plus facile d'être avec les copains et d'être avec plein de marques, etc. Quand on grossit, faut aussi ce sujet d'écosystème là et de collaboration, il est aussi clé. C'est-à-dire quelle relation j'entretiens avec mon système, où est-ce que je contribue, où est-ce que je vais aussi prendre des forces, quels partenaires aussi, parce que les partenaires, les fournisseurs, etc. Le fait de grossir, c'est aussi un sujet. Donc voilà. Mais en effet, c'est garder sa créativité, son humilité. Je pense que c'est l'enjeu clé. C'est l'apanage aujourd'hui de toutes les marques qui grossissent avec une ADN d'impact au départ. Alors, on a beaucoup parlé cuisine. Vous nous avez donné énormément de recettes. Mais pour finir, j'ai quand même envie de vous poser la question. Quels conseils donneriez-vous à des jeunes marques, donc de jeunes entrepreneurs, entrepreneuses, pour se lancer dans la mode éthique, dans une marque de mode éthique ? Je dirais d'être capable de définir leur marque autrement que je vais faire une marque de mode éthique. Il faut se dire que la responsabilité, ça doit être le nouveau standard, le nouveau normal. Du coup, c'est quoi ma recette à moi ? Qu'est-ce que je vais faire en fait ? Et après, je pense qu'il y a peut-être d'autres manières de faire, mais moi, il me semble, à la fin, avec mon grand âge, j'ai l'impression que les projets, souvent, qui sont portés par une vraie passion du sujet qu'on va traiter et qui sont personnels, puisqu'on parle de mode et de désir, c'est la première chose à faire. C'est de pas se soumettre ou se courber ou s'adapter trop par rapport à ce qu'on ressent et ce qu'on pense au fond de soi. Moi, j'ai longtemps acheté chez Zara et je l'écris et je dis parce que je voulais pas me travestir en disant je me suis nourrie que chez La Vie Claire, c'est pas vrai. Et du coup, c'est ça qui fait aussi que d'autres se reconnaissent dans le projet, et je pense qu'il faut faire avec qui on est, et c'est souvent le très bon point de départ. Et après, du coup, de s'entourer avec des gens aussi qui nous ressemblent, pas au sens qui pensent pareil ou qui sont pareils, parce que bien sûr que de la diversité naît la richesse, mais qui ont les mêmes valeurs, parce qu'on est en train de parler de mode responsable, et du coup le sujet, c'est très proche du sujet de ces valeurs de marque doivent résonner à 100% avec ces valeurs personnelles, et toutes les personnes du coup de notre famille, des gens avec qui on va travailler ou collaborer doivent être en phase avec, doivent partager ça. C'est ça qui fait qu'on avance en fait. Si on doit se mettre d'accord au quotidien sur
sur la base, en fait, qui sont ces valeurs intrinsèques de vie et de voilà, c'est impossible d'avancer. Enfin, c'est voilà. Donc, je dirais la première chose, c'est ça. C'est un projet personnel et ensuite avec un entourage qui est en phase d'un point de vue des valeurs. Ouais, moi, je te rejoins complètement sur le sujet de c'est quoi qui me fait vivre, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est quoi ce projet géant dans lequel j'ai envie de m'inscrire et j'ai envie de contribuer, et surtout ne pas le faire. Enfin, moi, j'entends encore, parce que du coup, moi, je suis d'un jeune âge, et du coup, j'entends plein de gens autour de moi qui me disent « Moi, j'adore la mode, j'ai toujours adoré la mode et tout. » Mais en fait, ça suffit pas, quoi. Et aujourd'hui, faire de la mode éthique, c'est pas faire des vêtements qui ont un moindre impact environnemental, c'est beaucoup plus que ça. C'est du rêve, c'est de l'ADN, c'est de l'émotion, et donc, il faut vibrer de quelque chose, et il faut le faire avec une intensité et avec une radicalité la plus forte possible. C'est mon côté militant qui ressort. et surtout tout questionner tout le temps. Et ne jamais se dire vu que cette marque là, enfin, je veux dire des exemples de mode éthique, il y en a plein, des super, il y a des gens qui font des super choses, mais alors surtout ne faites pas pareil, quoi. Surtout questionnez tout. Dites-vous pourquoi ils sont pas assez loin, pourquoi moi j'ai pas du tout envie de faire ça, et le faire avec sincérité, et surtout aussi, et t'en parlais aussi Charlotte, c'est le fait d'ouvrir au maximum, d'en parler grave autour de soi. Aujourd'hui, des experts en mode éthique, il y en a partout. Il y a plein de gens qui réfléchissent sur ces sujets, sur des sujets très différents. Et du coup, le fait d'en parler aussi. Voilà, de demander de l'aide, de dire... Parce qu'en fait, une marque, ça se crée pas tout seul. Et du coup, faut à la fois se respecter soi-même et en même temps être hyper ouvert à parler aux autres et à s'enrichir et à poser des questions. Et on y arrivera quand on sera ensemble aussi sur ce sujet. Je rajouterais juste peut-être d'écrire aussi. En fait, il faut écrire, formaliser ses intuitions et ses pensées, parce que soit on est très visuel et du coup on a plein d'images, ou alors on est très créateur et donc on dessine. Mais les mots, en fait, moi, ça m'a énormément aidé. C'est que de écrire et d'écrire son projet, écrire sa marque, écrire ce qu'on veut faire, écrire ce qu'on veut pas faire des listes. En fait, à la fin, ça permet de relire, de partager et de se dire, est-ce que ça ressemble à quelque chose? En fait, quand j'ai mis toutes ces briques ensemble, est-ce que j'ai quelque chose d'unique qui me ressemble et qui est intelligible pour les autres? Donc, formaliser, c'est important. Ok, c'est une très bonne conclusion, je pense, pour cet épisode. Merci beaucoup Charlotte, Thibaut et Adeline d'avoir participé à cet épisode. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à nous le dire avec des étoiles et des mots doux sur vos applications préférées, et parlez-en autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour découvrir le 2e épisode de cette trilogie en partenariat avec la Fédération française du prêt-à-porter féminin.